le management des risques, c'est quelque chose qui est, je crois, très important pour le rôle du biologiste médical, qu'il soit accrédité ou pas accrédité. C'est un outil, à mon avis, qui est très utile dans le travail quotidien. On aura l'occasion de se focaliser sur le côté analytique, c'est-à-dire un peu le cœur du métier historique de la biologie. Alors juste pour reprendre un peu le contexte, et il y a certains éléments qu'a présenté François que je vais replacer un peu dans le contexte français. Comme l'a dit François, il y a eu une réforme importante entre 2010 et 2013 qui a eu quand même beaucoup d'avantages à l'époque, notamment l'harmonisation du secteur public et du secteur privé, qui était à l'époque complètement différent. La médicalisation, qui est le point majeur dont a parlé François, c'est-à-dire les examens, pas les analyses, la responsabilité sur le pré-analytique et le post-analytique, les prestations de conseil et l'interprétation des résultats, tout ça, c'était vraiment nouveau. Et en termes d'organisation, le laboratoire de biologie médicale multisite, puisqu'avant, ce n'était pas possible, ce qui a généré, bien sûr, toute cette réorganisation. Et puis, le garde-fou de l'époque, c'était un peu l'accréditation obligatoire. Donc, tout cet ensemble-là a fait qu'effectivement, dans le public comme dans le privé, on est passé de 5000 laboratoires en France en 2008, à peu près, à aujourd'hui 650 structures. Ça, c'est les chiffres du COFRAC au 1er septembre 2022. Donc cette concentration, bien sûr, a été beaucoup plus rapide dans le privé que dans le public. Dans le public, elle n'est pas terminée, c'est pas la même vitesse, mais ça existe. Donc vous voyez, aujourd'hui, il y a 650 laboratoires, dont 267 publics et 383 privés. Mais il reste 4400 sites aujourd'hui de proximité. Donc l'objectif, c'était un peu ça, c'était faire une concentration, bien sûr, parce qu'il y avait des effets d'échelle, des effets d'harmonisation, enfin, des effets positifs à travailler ensemble sur la partie analytique, mais en gardant, si c'était possible, la proximité avec le patient par le biais de ces laboratoires multisites. Il faut voir que ce n'est pas comme ça dans des pays comme l'Allemagne, par exemple, où les plateaux techniques, il n'y a pas les sites de proximité. Donc, c'était un point positif. Malheureusement, il y a eu d'autres dérives. Et moi, je parlerai d'un sujet que je connais, qui est la biologie d'urgence. Donc, de ce côté-là, l'hyperconcentration, on a perdu la proximité du patient et des urgences, et donc des problèmes liés à cet éloignement sur les délais de rendu. Je pense qu'on en parlera peut-être plus cet après-midi à la session consacrée à ça. Et puis, il y a un deuxième point qui est d'actualité, c'est l'intégration dans ce système de tout ce qui est hors les murs du laboratoire. Et aussi les évolutions des modes de financement, c'est-à-dire passer du technique à l'acte à une forme de financement de la prestation intellectuelle du biologiste. Donc tout ça, c'est des évolutions en France qui ne sont pas terminées et on espère qu'on maintiendra cette biologie médicale. Alors, bon, ça c'est pour vous montrer que les besoins, si on part des besoins cliniques, ils sont à tous les niveaux. On voit bien qu'aujourd'hui, le développement de la M-santé et de la e-santé fait qu'il y a des besoins auprès du patient, les dispositifs implantables, les examens de biologie médicale délocalisés. Il y a des laboratoires d'urgence dédiés, surtout dans les hôpitaux, des laboratoires de proximité avec, dans le privé, de moins en moins d'analytiques dessus. Et puis, il y a des plateformes analytiques. Donc, il nous a dit, François, qu'il y en avait 400 en France. Donc, c'est intéressant. Bon, moi, aujourd'hui, sur cette présentation, je vais me concentrer sur la analytique, donc sur la partie concentrée sur le processus analytique. Donc, bien sûr, vous voyez qu'elles sont souvent loin du patient, et que les temps forcément de retour sont forcément plus longs si on n'a pas la possibilité de traiter les autres besoins. Donc on a vu distance éloignée, délai augmenté, mais par contre coût très diminué et activité très importante avec une gestion des risques donc maximum. C'est là où je veux en venir, c'est que ça permet, cette concentration, pour être positif, ça permet une maîtrise des risques beaucoup plus fine et avec un coût plus réduit du fait de l'effet d'échelle. Donc, je reviens maintenant sur la partie gestion des risques patients. C'est ce qui devrait guider l'organisation technique des laboratoires. On devrait être guidé par le management des risques
Et sur on va se concentrer sur un plateau technique en biochimie. C'était un peu le... Voilà. Alors, il faut voir que ce n'est pas nouveau, que ce n'est pas spécifique à la biologie, c'est quelque chose d'universel. C'est une approche, le risk management. J'ai mis quelques exemples d'articles se concentrant sur la biologie médicale dans des pays qui ne sont pas forcément accrédités. Hein, notable. Il y a l'Europe, bien sûr, où il y a une forte accréditation, mais les États-Unis, par exemple, pas du tout. Un article du Brésilien pour vous montrer que c'est des outils pratiques spécifiques de la biologie médicale qui sont utilisables dans un LBM, même s'il n'est pas accrédité ou s'il n'a pas envie de s'accréditer, pour identifier, hiérarchiser, maîtriser les risques sur un processus donné. Donc c'est une technique universelle. Voilà. Et elle est complémentaire de l'approche de l'accréditation ISO, puisque la nouvelle version de l'ISO intègre bien sûr de manière très importante ce management des risques. Alors, à quoi ça consiste? C'est très simple. Hein. On commence par regarder sur un processus quels sont les risques potentiels qui peuvent conduire à un résultat non interprétable. Donc, il y a des différentes techniques. Vous connaissez la technique des 5M, des 7M. Voilà. Une fois qu'on a identifié ces risques sur la main-d'œuvre, sur la matière, sur le matériel, sur le milieu, sur les méthodes, on va pouvoir essayer de hiérarchiser. Donc, le principe, c'est de prendre en compte 3 paramètres. L'occurrence, ça arrive souvent, ça arrive pas souvent. La criticité, ça a un impact important sur le résultat, sur le patient ou pas. Et la détectabilité, on peut le voir ou on ne peut pas le voir. Donc, la combinaison de ces 3 paramètres va faire que le risque, il est critique, il n'est pas critique. Et donc, on a cette espèce d'échelle qui va nous permettre de ne pas faire d'action sur les choses qui ne sont pas très critiques et de concentrer nos actions sur les risques les plus critiques. Donc, en fait, c'est une simplification de notre système. Hein, c'est-à-dire que ça va faire porter les efforts là où il faut vraiment insister, mettre des procédures, des contrôles, des suivis, là où c'est nécessaire. Et puis là où ce n'est pas nécessaire, on ne va rien faire, peut-être. Hein. Donc, voilà, donc c'est ce que doit faire le labo, même s'il n'est pas accrédité, pour gérer ces risques. Et ce qu'on va essayer de voir par la suite, c'est comment les industriels du diagnostic peuvent nous aider à différents niveaux pour arriver à gérer ces risques, par le biais de technologies ou par le biais de logiciels. Alors, après cette gestion des risques, on ne va pas la faire comme ça globalement, on ne saura pas par où commencer, on va le faire par processus. Ça, c'est l'exemple à peu près général d'une cartographie des processus dans un laboratoire de biologie médicale. Vous voyez, en haut, vous avez des processus de management, le pilotage, l'organisation, la maîtrise documentaire du laboratoire. En bas, vous avez les processus support, par exemple la gestion des ressources humaines, la gestion financière, les locaux, la sécurité, la gestion du système d'information, très important. Tout ça, c'est des services support. Puis au milieu, on a notre cœur de métier, le processus métier, avec les 3 phases classiques, pré-analytique, analytique, post-analytique. Et puis souvent, on individualise des processus comme les examens urgents, comme la prestation de conseil qui peut avoir lieu à tous les niveaux, ou comme les examens de biologie médicale délocalisés. Donc là, on va se concentrer sur le processus métier classique au sein d'un laboratoire. Alors, où est-ce qu'il faut faire, où est-ce qu'il y a des erreurs, où est-ce qu'il y a des risques? Alors, c'est assez classique, là, vous connaissez cette étude, et les Italiens ont beaucoup travaillé là-dessus, notamment l'équipe de Plebani. C'est la répartition des erreurs par sous-processus dans un laboratoire. Et comme vous le constatez, la plupart des erreurs ont lieu sur le processus pré-analytique, 68%, 19% sur le post-analytique et seulement 13% sur l'analytique. Alors pourquoi? C'est un petit peu intuitif, hein, l'analyse des causes, c'est que le pré-analytique, c'est encore très difficile à maîtriser, vous le savez très bien. En France, on nous a donné la responsabilité sur ce processus, y compris lorsqu'il fait appel à des infirmières libérales, par exemple, qui ne travaillent pas pour le laboratoire, ou des infirmières hospitalières qui travaillent dans des services cliniques. Donc le biologiste est responsable de ce processus alors qu'il ne le maîtrise pas de manière directe. Donc c'est très difficile.
Donc, c'est des personnels et des lieux en dehors du laboratoire. La maîtrise ne peut être faite qu'indirectement par contractualisation, alors soit avec les directions des soins, soit avec les professionnels libéraux, donc avec les difficultés. Et donc, il y a des multiples risques à chaque étape, et c'est faiblement encore automatisé et informatisé. Donc, ce facteur humain multiple fait que c'est le processus qui pose le plus de problèmes. Le post-analytique, lui, le problème qu'on a, c'est la transmission des résultats, principalement. En France, ça a été précisé par François, c'est en train d'évoluer favorablement dans le sens où la dématérialisation complète du circuit avec les impacts du Ségur numérique, on espère que ça va améliorer les choses, mais jusqu'alors, on reste sur des circuits perfectibles. Et donc, il reste l'analytique. Alors, 13%, ça ne paraît pas beaucoup, mais en fait, avec des plateaux techniques, ça représente quand même quelque chose d'important à maîtriser. Ces 13%-là, ça a beaucoup avancé parce qu'il y a eu une automatisation très importante, une informatisation très bonne, mais ce n'est pas terminé. Voilà. Donc, on va, pour une fois, d'habitude, on parle du pré-ana. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'analytique, voir comment on peut aller plus loin sur la maîtrise de l'analytique et comment les fournisseurs du diagnostic peuvent nous aider à aller plus loin. Alors, sur le processus, si on regarde un peu le processus de l'examen, alors je reviens sur le pré-analytique parce que, mais rapidement, les risques qui sont importants, hein, bien sûr, ça peut être de ne pas respecter les besoins cliniques, de dépasser les délais, de détériorer l'échantillon, d'avoir un impact sur l'interprétation des résultats, sur la prise en charge du patient. C'est des risques critiques, on est d'accord. Donc les éléments de maîtrise que le laboratoire met en place, surtout s'il est accrédité, mais enfin, et là-dessus, je pense que le processus d'accréditation obligatoire en France, même s'il n'est pas à 100% par examen, sur le pré-analytique, ça a quand même considérablement fait progresser les choses sur cette maîtrise-là. Voilà. Alors le manuel de prélèvement, les catalogues d'examen, les sites web, le suivi d'indicateurs, les enquêtes de satisfaction, les contrats clinico-biologiques, les contrats avec les prestataires de transport, le recueil des renseignements cliniques, tout ça, c'est des éléments que le laboratoire peut maîtriser pour tenter de maîtriser ce processus pré-analytique. Mais là encore, l'apport des industriels, ça peut être la prescription connectée et tous les éléments de la M-Santé, ce réseau qui est en train de se constituer partout dans le monde, sur lequel il faut qu'on soit partie prenante. Il y a des technologies qui sont à l'étude, les drones, il faut bientôt pouvoir transporter les prélèvements. On a des difficultés, mais techniquement, ça peut marcher. Les pneumatiques dans les hôpitaux, les tubes et les seringues ont considérablement progressé également. Donc vous voyez qu'à chaque fois, il y a un apport. Et ce n'est pas terminé. Sur le pré-analytique à l'intérieur du laboratoire, il y a les mêmes risques. On va surtout, là, on va pouvoir jouer, c'est très important, sur la formation et l'habilitation du personnel du laboratoire, puisque là, c'est le personnel du laboratoire. Donc, on peut arriver à maîtriser bien cette partie-là. Mais il y a eu des progrès, hein, la prescription connectée aussi, les scanners qui permettent de faire des saisies mieux contrôlées, les pneumatiques dans les hôpitaux, des îlots pré-analytiques et maintenant pré-analytiques qui vont nous aider sur ce processus. Et en gros, la robotisation qui est autour de ce processus intra-labo. Alors, si on en vient à l'analytique, donc l'analytique, il y a plusieurs choses. Là encore, on est sur un risque de résultat erroné avec impact sur l'interprétation et augmentation des délais de rendu, donc que des risques critiques pour nous. Il faut vérifier les méthodes, il y a la procédure analytique proprement dit, il y a le suivi des performances au cours du temps et la vérification technique. Donc toutes ces étapes, elles sont maîtrisées par le laboratoire avec une formation habilitation du personnel, la métrologie, la gestion des stocks, des contrôles à réception, la réactovigilance, les maintenances préventives ou curatives. Essentiellement, il y a les stratégies CQI ou externalisées et EEQ, le suivi des performances au cours du temps, des méthodes, les critères de vérification technique, les procédures dégradées. Tout ça, c'est défini par le laboratoire qui va pouvoir maîtriser quand même de manière importante l'analytique par lui-même.
Mais il y a des aides qui peuvent être apportées. Alors bien sûr, l'informatique, ça va être le pilotage intelligent des automates qui vont pouvoir appliquer, par exemple, la stratégie CIQ du laboratoire automatiquement, après une calibration automatiquement, après un changement de réactif, etc. Donc ça, c'est important de prendre en compte ça dans les choix des automates. Il faut qu'ils soient intelligents et qu'ils appliquent bien les stratégies du laboratoire. Mais ça peut être aussi la gestion des stocks informatisés, le suivi des températures à distance, etc. Puis là, ce qu'on va essayer d'approfondir aujourd'hui, c'est des automates fermés qui intègrent une gestion des risques embarqués. Donc, essayer de voir comment peuvent nous aider, sachant que les maîtrises de base qu'on a vues avant, il faut le faire. De toute façon, c'est le laboratoire qui doit le faire. Puis, un mot sur le post-analytique, puisque, bon, il y a la validation, mais... Donc, la validation, interprétation, on a vu que c'était hyper important, mais ça, c'est à la main du laboratoire, d'accord ? Il va pouvoir mettre en place des modalités de validation en fonction de sa réglementation nationale, ça dépend. En France, il y a plusieurs modalités de validation, pas seulement du présentiel, mais aussi à distance ou bien en utilisant des systèmes d'aide à la validation, etc. Donc, l'informatique, là encore, nous permet de faire des choses. Et puis la transmission électronique, après une qualification des interfaces, en France, donc c'est le sujet de la migration vers l'INS, vers le DMP, vers la messagerie sécurisée dont a parlé François. Et je pense qu'on en attend beaucoup pour sécuriser ce processus. Alors, on centre sur le processus analytique. Il y a deux approches. Il y a l'approche analyse du processus, on a vu vérification de méthode, procédure analytique suivie. Et puis, il y a les exigences techniques de la norme qui peuvent nous donner des indications. Et on voit que ça va se recouper, en fait. C'est pareil. La norme, elle a deux grands chapitres. C'est le processus analytique et la garantie de qualité des résultats avec les contrôles de qualité. Et c'est les deux chapitres importants sur ce processus. Donc, si on reprend les trois items, on a la vérification initiale des méthodes, on ne peut pas y échapper, et c'est utile. On se rend compte qu'un appareil X placé dans le laboratoire Intel, il n'est pas forcément au jour où il est installé, exactement identique que celui qui a été installé à côté. Et donc, on est quand même obligé de vérifier un minimum de choses au moment de l'installation, notamment l'imprécision, l'exactitude, et la comparabilité des résultats, c'est vraiment le minimum, qu'on soit accrédité ou pas accrédité. Et d'ailleurs, avant, du temps du GBEA, c'était aussi nécessaire de le faire. Ça n'a pas changé. Voilà. Donc, je crois que ça, c'est important. Mais les industriels aujourd'hui peuvent nous aider sur des points où on n'a pas, on ne peut pas faire grand-chose puisque c'est intégré avec l'automate. Par exemple, le raccordement des étalons au système international pour la standardisation interlaboratoire, l'intérêt des systèmes fermés et la gestion des contaminations interréactifs. On va voir ça tout à l'heure. Alors, le déroulement de la procédure analytique et garantir la qualité, ça va être vraiment le rôle du labo avec sa stratégie CIQ-CQ ou le suivi des EEQ. Et c'est classique. Et là, on ne peut pas nous aider à part sur des logiciels qui peuvent faciliter l'utilisation et l'interprétation des résultats des contrôles. Et par contre, ce qui peut être fait de manière intéressante en plus des exigences, c'est l'analyse en temps réel de la séquence réactionnelle qui existe sur certains automates et qui permet d'être sûr que, indépendamment de l'encadrement de la série par des contrôles, la réaction pour ce patient s'est bien déroulée. On verra quelques exemples. Alors, pour la vérification technique, c'est la formation, habilitation des techniciens de laboratoire qui va être très importante. Qu'est-ce qu'on vérifie, qu'est-ce qu'on réanalyse, comment on les accepte, etc. Comment on alerte un biologiste, le service clinique. Tout ça, ça dépend de la politique du laboratoire et personne ne peut remplacer cette politique. Toutefois, on voit que les industriels peuvent automatiser certaines réanalyses, par exemple, et leur acceptation. Donc, le logiciel de pilotage de l'automate va nous faire gagner du temps en intégrant les règles que le laboratoire a définies.
soit par le biais de son logiciel, soit par le biais du middleware qui est accroché. Alors, quelques exemples maintenant de ces éléments sur l'apport des industriels. Alors, la première chose, c'est important au niveau international. Il y a un certain nombre de méthodes, notamment en biochimie, je ne sais pas, une quarantaine, il faudrait que demander à Anne, elle sait mieux, d'examens, de tests qui disposent d'un matériau de référence et d'une méthode de référence au niveau international et pour lesquels une standardisation doit être mise en place par les fournisseurs. Donc, c'est important que cette métrologie des automates soit mise en place par le fournisseur et suivie au cours du temps. Donc, le laboratoire, il peut s'assurer que la méthode qu'il va mettre en place dispose d'un système de raccordement OSI lorsque c'est possible. Donc là, c'est un exemple d'un laboratoire de référence qui va pouvoir raccorder à un étalon international ces étalons. Après, évidemment, il y a toute une chaîne de traçabilité entre la méthode de référence, matériaux de référence, des étalons primaires, secondaires, etc., pour finir au calibrateur que vous avez dans votre système et que vous allez utiliser pour étalonner vos automates. Donc cette chaîne de traçabilité, elle est mise en place par le fournisseur. Là, c'est l'exemple de la chaîne de traçabilité en chimie de Mindray. L'idée, c'est d'arriver à minimiser les différences interlaboratoires. C'est très important pour l'interprétation des résultats, parce que, comme vous le savez, il y a des consensus internationaux, parfois, ou nationaux, sur les seuils d'interprétation de nombreux résultats. Et l'exemple de l'hémoglobine glyquée, par exemple, il y en a plein, pour lequel, derrière, pour que ça puisse marcher, il faut que les méthodes soient standardisées. Sinon, l'interprétation, ça ne va pas aller. Donc, c'est important que vous ayez des éléments là-dessus. Au final, vous allez disposer de certificats assurant, disons, le raccordement de votre étalon à la chaîne, via la chaîne aux matériaux de référence. Ça peut vous aider aussi dans les dossiers de vérification de méthode pour prouver l'exactitude de ces résultats. Bien sûr, c'est en lien avec les résultats de CIQ, de Q, et puis vous allez pouvoir vous comparer à un groupe de pairs, etc. Mais malheureusement, ça ne marche pas à tous les coups, je dirais. C'est-à-dire que je vous donne deux exemples qu'on a pu étudier. La bilirubine et, par exemple, l'albumine. Bon, voilà, les différences interlaboratoires, elles sont importantes, on le voit sur les résultats de EQ, parce que quelque part, il y a une chaîne de traçabilité probablement qui a dérivé au cours du temps chez l'un ou chez l'autre, et le laboratoire est bien embêté pour savoir qui a raison, quelle est la vraie valeur. Donc ça s'appelle l'harmonisation, c'est-à-dire que c'est quand la standardisation a failli, les laboratoires, ils essayent de travailler ensemble pour essayer de s'harmoniser. Et ce n'est pas facile. Donc, il y a pas mal de travaux, notamment de l'IFCC, sur ces sujets-là. Bon, voilà. Le mieux, ce serait qu'on puisse compter sur une standardisation efficace de nos fournisseurs. Alors, ça marche, ces choses-là, plus facilement sur des systèmes fermés. Alors, c'est quoi un système fermé? Vous avez un automate, vous pouvez installer dessus soit des réactifs qui sont captifs, qui ont été intégrés avec le système analytique, soit des réactifs utilisateurs que vous allez installer dessus. Alors, l'intérêt du système captif, c'est qu'il est intégré, ça a été développé, et les performances ont été testées sur ce système analytique par le fournisseur. Donc, on a une certaine validation, je dirais, du couple automate-réactif qui est faite. En plus, généralement, vous avez des performances de gestion de réactifs par code à barre automatique. Donc, ça vous aide aussi sur les péremptions, etc. Le contrôle par le logiciel de l'automate est généralement plus développé que sur les réactifs utilisateurs. Donc, la vérification de méthode par le laboratoire est peut-être plus facile, plus rapide dans ces cas. Et puis, on attend une bonne standardisation, comme on l'a vu précédemment, au niveau interlaboratoire. Alors ça, pour moi, c'est quelque chose qui s'adapte très bien aux laboratoires qui vont réaliser des examens usuels pour lesquels tous les examens qu'ils réalisent existent sous forme du système fermé.
Donc un certain nombre de laboratoires, disons, de première intention, ça va leur permettre de simplifier leur processus. Toutefois, le système ouvert peut être nécessaire. Alors, bien sûr, il n'est pas bien intégré, c'est-à-dire qu'il va falloir gérer manuellement les réactifs, il va falloir programmer la procédure analytique par soi-même, valider de manière plus complète les méthodes. Il peut y avoir des problèmes de stabilité des réactifs, etc., à vérifier. La standardisation est plus incertaine. Il va falloir essayer d'avancer sur cette calibration. Mais ça peut être nécessaire pour des examens spécialisés, par exemple, à installer, qui ne sont pas disponibles, ou sur des examens, j'y appelle orphelins parfois, ou pour lesquels les fournisseurs ne proposent pas de kit, et pourtant on a des besoins pour des patients. Donc voilà, les deux systèmes peuvent être utiles. Le système captif permet plus grande simplification pour le laboratoire. Alors, autre exemple d'apport industriel, c'est la réduction des contaminations interréactifs. Donc là, si vous voulez, ça dépend de chaque appareil, mais lorsque la même sonde réactif passe d'un réactif à un autre, il peut y avoir des couples réactifs qui peuvent entraîner des résultats erronés par une contamination. Donc c'est un exemple de maîtrise des risques sur le processus qui peut être mis en œuvre que si le fournisseur a mis en place quelque chose qui permet de l'éviter, par exemple en programmant des lavages supplémentaires quand il est amené à pipeter deux réactifs qui sont susceptibles de contaminer entre eux. Donc là, c'est un exemple, mais il faut que ça puisse être adapté aux besoins de l'utilisateur, que ce soit un minimum paramétrable pour prendre en compte les différentes contaminations possibles. Donc ça, c'est vraiment spécifique à l'analyseur, parce que s'il y a plusieurs couronnes, il y a plusieurs façons d'éviter ces contaminations. Là, c'est un exemple avec un rinçage supplémentaire spécifique lorsque les deux tests sont en même temps sur le même patient. Alors, il y a un troisième élément, un troisième exemple de maîtrise sur le risque analytique, c'est en fait le suivi de la réaction. Le suivi de la réaction en temps réel. Comment se déroule la réaction par rapport à ce qui est attendu en théorie comme profil réactionnel. Donc ça peut se faire sur un système fermé si le logiciel de l'automate le permet. Et il y a trois cas qui sont classiques, je dirais. C'est la détection de la consommation de substrat, par exemple, quand vous faites une mesure d'activité enzymatique, et le fait d'avoir une linéarité plus importante sur ces activités enzymatiques. Il y a la détection de la pénurie d'oxygène quand vous faites une réaction de train d'air, et puis la détection de l'effet Hooke en immunoanalyse. Donc ces trois éléments peuvent être automatisés pour que ce risque soit complètement maîtrisé. Donc là, c'est l'exemple d'une détection, vous voyez, sur la courbe, normalement elle est linéaire, là c'est une enzyme, hein, la LAT, la ligne verte, je ne sais pas si ça marche, ah non, c'est là, voilà. Là, c'est une. Alors, vous voyez la ligne verte, elle est bien linéaire. Et puis là, vous voyez en bas la rouge qui est pas du tout linéaire parce que le substrat a été consommé. Et donc, c'est important de pouvoir automatiquement le détecter et le corriger. Donc, en reprenant le test avec peut-être moins de prélèvements. Donc ça permet d'augmenter la linéarité de ces enzymes. Voilà, donc ça, premier exemple, détection de la déplétion en substrat. Deuxième exemple, c'est la réaction de train d'air. Vous savez, elle utilise, la troisième réaction, elle utilise de l'oxygène. Si l'oxygène est en quantité insuffisante, eh bien, on peut avoir une erreur par défaut sur des dosages comme, par exemple, les triglycérides. Donc là encore, cette détection, là on voit un exemple à droite de réaction normale avec une apparition d'un signal en point final, et puis à droite vous voyez que ça se passe pas bien, et donc ça permet d'être détecté en temps réel. Alors le troisième et dernier exemple, c'est les détections de l'effet Hooke.
Vous savez qu'en immunoanalyse, quand vous avez un excès d'antigène, vous pouvez avoir un signal qui est plus faible, c'est-à-dire une courbe en cloche qui est à gauche, et donc forcément un résultat par défaut, et donc un risque de résultat erroné. Donc voilà, donc certains automates peuvent, lors d'une réaction, le détecter et donc travailler sur la partie initiale qui est la partie linéaire et qui va permettre de ne pas se tromper. Bon, voilà quelques exemples de maîtrise qui peuvent être faites. Alors, voilà. En conclusion, je voulais vous dire que on est, nous, en France, dans un contexte d'hyperconcentration, et comme disait François, on ne reviendra pas en arrière là-dessus, comme les autres pays d'Europe et du monde. D'ailleurs, je crois que dans les pays asiatiques, c'est encore à une dimension extrêmement plus importante, ou des hangars inimaginables. On a des plateaux techniques qui, par rapport à l'échelle internationale, sont des petits plateaux techniques. Je crois qu'il faut s'en rendre compte. Donc ça, c'est fait, c'est fait. Les effets secondaires, c'est l'éloignement, bien sûr. C'est la période de permanence des soins. C'est l'augmentation des délais de rendu. Mais quand même, il y a des avantages parce que je pense que ça a permis une meilleure maîtrise du processus analytique, une amélioration de la standardisation des résultats et surtout, évidemment, ça a été fait pour ça, une optimisation des coûts. Alors, ce processus analytique, il est bien maîtrisé aujourd'hui, je crois, sur les plateaux techniques. Là-dessus, il n'y a pas de sujet. Mais quand même, l'accréditation a apporté un management de la qualité qui n'existait pas dans le GBEA. Hein. Le GBEA, c'était pas du tout un esprit de management de la qualité, c'était directif et c'était pas adapté non plus à cette gestion des risques. Voilà, donc ça nous a permis quand même d'apprendre des techniques de maîtrise des risques. Et aujourd'hui, tous les labos sont accrédités et ils ont appris beaucoup de choses, je crois, en termes de méthode sur la façon de gérer les risques dans un labo, même pour leurs examens non accrédités. Et puis, on attend une aide technologique, en plus de ce management de la qualité, des fournisseurs de réactifs et d'automates, sur tous les processus qui sont concernés par l'examen de biologie médicale. Là, on a parlé de quelques exemples en analytique, mais le pré-analytique, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Voilà, je vous remercie.